Mesdames et messieurs, bonjour. Député élu à l'Assemblée nationale, 9e mandature, tête de liste dans la 10e circonscription électorale, sur la liste du parti Les Démocrates, l'honorable Dimar Kolaole Ogbon est avec nous sur l'entretien de ce dimanche 15 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois encore sur l'émission L'Entretien en direct de E-Télé Bénin depuis les studios de François-Xavier Enlime-Noumon. Le rejet du budget de l'État, exercice 2025, la récurrence donc, les raisons possibles, profondes, l'audit du fichier électoral, pourquoi et comment cela se fera, de quels moyens disposent les démocrates pour le faire, tout en respectant le calendrier des élections générales de 2026. Bien d'autres sujets seront au cœur de nos échanges avec notre invité, honorable Dimar Kolaole Ogbon. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Pour cet entretien. Je vous en prie. La première question, honorable Ogbon, pourquoi ce rejet récurrent du budget de l'État exercice 2025? Oh, pourquoi le rejet? Je vous remercie une fois encore de m'avoir invité. Je salue les téléspectateurs, les téléspectatrices de E-Télé d'ici et d'ailleurs. Pourquoi le rejet du budget général de l'État ici 2025? 2025, un rejet récurrent. Oui, un rejet récurrent si vous voulez, oui, bien sûr. Parce que nous estimons qu'il n'est pas bon, tout simplement. Et quand il n'est pas bon, nous, la manière de l'exprimer, c'est de le rejeter, c'est tout. Mais qu'est-ce qui n'est pas bon dans ce qui est présenté? Quels sont les aspects de ce budget qui ne vous paraissent vraiment pas intéressants? Vous savez, nous sommes un parti qu'on appelle le parti les démocrates, que nous appelons même un parti, le parti du peuple. Et donc, lorsqu'on nous présente un budget qui, pour nous, ne prend pas en compte le peuple, qui ne prend pas en compte les aspirations profondes de nos populations, pour nous, il n'est pas bon le budget. Et quand il n'est pas bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, la manière la plus simple de l'exprimer, c'est simplement de le rejeter, c'est tout. Oui, mais la question demeure, mais en quoi, pourquoi dites-vous que les aspirations du peuple ne sont pas prises en compte? Qu'est-ce que vous voulez dire de façon Vous savez, en vérité, pour un élu comme moi, par exemple, ou comme beaucoup d'autres, en plus, un élu qui est opposant à la gouvernance donc, du régime de la rupture, ça s'apprécie sous deux angles. Le budget général de l'État. Techniquement, c'est-à-dire de quoi ça retourne, et aussi politiquement. Et dans les deux cas ici, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Si vous voulez qu'on rentre dans les détails... Oui, pourquoi pas, puisque les téléspectateurs, ils voudront même C'est même une obligation. Oui. C'est une obligation parce que ça fait partie des redditions de comptes que nous avons d'ailleurs promises à nos populations. Lorsque vous prenez par exemple le budget lui-même, quand ça a été confectionné, le projet a été fait, ça a été ramené à l'Assemblée pour que... on y voit plus près. Quand on a étudié le budget, nous avons fait des recommandations. Nous avons fait des amendements. Et le ministre des Affaires, le ministre plutôt des Finances nous est revenu. Mais pour la plupart des recommandations, des amendements, c'est avis non favorable ou réservé. Lorsqu'on vous dit avis non favorable, ça veut dire qu'on n'est pas favorable, tout simplement. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec vous. Ça veut dire que les recommandations ou les amendements que vous avez eu à faire, ça veut dire qu'on ne veut pas les prendre en compte. Et quand on dit réservé, c'est pareil. Quand on dit réservé, lorsque vous me dites quelque chose et je vous dis que je suis réservé par rapport à ça, vous vous attendez à quoi? Dites-moi rien. Vous devez vous attendre à rien. Lorsque je suis d'accord, je vous dis que je suis d'accord et donc je dis accepter. Et je prends ça en compte. Et je pourrais même, lorsque vous me dites accepter, je pourrais même revenir sur ça. Si vous ne tenez pas vos paroles, je pourrais vous dire, mais vous avez pourtant dit accepter. Mais lorsque vous me dites réserver, lorsque vous me dites carrément que vous n'êtes pas favorable à ça, donc la plupart des recommandations que nous avons faites à l'État, la plupart des amendements que nous avons faits,
Ben, c'est revenu avec la notion réservée et non favorable. Mais d'abord, avant de revenir à cette question, parce que je suis tenté de vous demander, mais la plupart, selon les explications, la plupart de vos amendements, vos recommandations ont été prises en compte, mais en attendant, ça n'a pas été pris en compte, c'est ce que je dis. La plupart, selon les explications, la plupart de ces recommandations ont été prises en compte, honorable Gon. J'ai dit n'ont pas été prises en compte. Donc pas du tout alors. Mais c'est ce que je dis. J'ai le souvenir d'un seul qui a été proposé donc par un de mes collègues. Je crois que c'est au niveau du ministère au niveau de la Haute Cour de justice ou quelque chose comme ça, où on a demandé tout simplement de leur donner un peu plus de moyens pour qu'ils puissent faire le travail qu'ils ont à faire. Et là, l'État a accepté, mais très légèrement, très sensiblement. À part ça, je n'ai pas d'autres souvenirs. Alors, ce que nous reprochons, si vous voulez, au budget, nous prenons par exemple le cas des dialysés au Bénin. Ben, heureusement, moi je ne suis pas dans le cas. Vous non plus. Mais les Béninois sont dans le cas. Et ils sont très nombreux à être dans le cas. Alors, nous avons demandé simplement à l'État de reprendre en charge les dialysés. Quand je dis reprendre, ça veut dire que c'était pris en charge. Et c'est donc le régime de la rupture qui est venu annuler ça tout simplement. Et on leur demande tout simplement de remettre ça. On ne leur dit pas d'inventer ça. On ne leur dit pas de réfléchir. Remettez ça, la prise en charge des dialysés. Les dialysés, je suis peiné de vous dire, les dialysés, ce n'est pas pour les députés. Les dialysés, ce n'est pas pour les ministres, ce n'est pas pour le président lui-même. Ce n'est pas pour les cadres du Parti Les Démocrates. Ce n'est pas pour les militants du Parti Les Démocrates. C'est pour la population béninoise. C'est pour les Béninois. Donc on remet ça tout simplement. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes un parti qu'on appelle le Parti du peuple. Donc on ne se bat pas pour nous seulement. On se bat pour tout le monde. Donc remettez ça. Mais l'État a dit non. L'État a dit non. Et tout ce qu'il a trouvé, c'est d'enlever la taxe sur l'importation des kits qui entrent donc dans les soins pour quelqu'un qui est atteint d'insuffisance rénale. Alors qu'il n'y a pas que les kits. Il y a les kits, bien entendu, mais il y a les soins et il y a les médicaments. Lorsque vous enlevez, par exemple, lorsque vous enlevez seulement la taxe sur l'importation des kits, qu'est-ce que ça représente quoi pour le malade? Dites-moi, ça ne représente rien pour le malade. Voilà. Donc, on leur demande tout simplement, remettez ça. On ne dit pas Mais le régime précédent, le régime du docteur Thomas Boni-Yahi, s'arrangeait pour prendre en compte les dialysés. Le régime de la rupture n'a qu'à s'arranger pour prendre en compte les dialysés, c'est tout. On leur demande ça, par exemple, et ils ont refusé, catégoriquement. Alors, pour nous, on n'a pas pris en compte le peuple béninois. Vous comprenez ce que je dis? Sur ce point-là. Mais sur ce point-là, bien sûr. Et il n'y a pas que ça. Nous avons demandé, déjà l'année passée, qu'on reverse les AME. Et l'État a promis de reverser du moins les AME. AME, c'est aspirant au métier de l'enseignement. Et l'État a promis un nombre, je crois, 3000. Donc, 1500 à la maternelle et 1500 au secondaire. Où sont les 3000 reversés? Ils n'ont pas reversé, l'État n'a pas reversé les 3000. Et pour nous, c'est gênant. Là encore, le peuple est pris en compte où? Donc, ce que nous demandons, c'est... Il y a eu quand même quand vous parlez d'abord des dialysés, il y a quelques semaines, en Conseil des ministres, il y a eu une décision qui prend en charge des dialysés. C'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça. Je suis tenté de vous dire que ce n'est pas vrai. C'est nouveau, ça. Mais écoutez, c'est dans quelle loi de finances, ce que vous dites là? Ou bien l'État a pris un décret comme ça? Ça doit être inscrit dans la loi de finances. Mais bien sûr. Sinon, c'est ce que vous avez souhaité. Mais c'est ce que ça doit être. Sinon, lorsque l'État prend un décret, comment il veut financer ça? Je vous rappelle que c'est lourd. Je crois que c'est entre 2 et 3 fois dans la semaine. Lorsque les gens sont atteints oui, c'est 2 à 3 fois la séance.
dans la semaine. C'est très lourd, c'est précisément pour cela que nous demandons à l'État de prendre ça. Mais les gens meurent, comme vous ne pouvez pas imaginer. Allez au CNHU, vous allez comprendre ce que je dis. D'autres aspects de ce budget qui vous paraissent, vous étiez en train de parler des dialysés, oui. des AME, oui. Mais, par exemple, l'État a pris, ça fait 2 ans que l'État a dit qu'il va faire les écoles techniques et agricoles. 30 à travers le Bénin. Dites-moi, où sont ces écoles-là? Ça fait 2 ans que l'État nous propose. Où sont ces écoles-là? Alors, lorsque l'État vient au Parlement pour défendre son budget, c'est sur la base de sa promesse-là que le budget lui est accordé. Alors, lorsque le budget est accordé et que rien n'est fait, bon. Et vous voulez qu'on lui accorde encore le budget? Pourquoi faire finalement? C'est vrai qu'il y a des choses, hein? Qu'il y a des choses, mais pour nous, je suis peiné de vous dire, ce n'est pas l'essentiel, ça. C'est pas de ça. Nous sommes des élus de la nation. Nous allons partout dans le Bénin et nous savons les aspirations du Béninois. Nous savons ce que veulent les Béninois. Ce n'est pas ça, ce que l'État fait là. Honorable Ogbon, visiblement, au sein du parti, les démocrates entendent certains députés juste après le vote du budget. Il y a une divergence d'avis, il n'y a pas une cohésion, une décision commune. Mais quand vous écoutez un député, les raisons varient, je dirais, d'un député à un autre. C'est ce qu'on constate malheureusement. Informez-moi. C'est qui le député qui... Mais d'abord et avant tout, nous sommes 28 députés de l'opposition. 28 députés démocrates. Tous les 28 ont rejeté le budget. Mais à entendre les uns et les autres, les avis sont presque différents. Le fondamental, c'est le rejet. Vous savez, il y a plusieurs manières de s'exprimer. Il y a plusieurs manières de dire la même chose. Mais lorsque vous voyez ça, mais ça revient au même. Ça m'étonne que vous me parliez d'un député qui aurait dit le contraire de quoi? De ce qu'il a voté. C'est pas possible. Alors, est-ce que à chaque fois, vous rejetez, quand les députés démocrates rejettent le budget, les décisions de l'État, est-ce que c'est pas une manière de priver vos populations, vos mandants, vos électeurs de ce dont ils doivent jouir au nom de l'État? Mais pas du tout. Pas du tout. Nous sommes en politique. Je vous ai dit d'entrée de jeu que ça s'apprécie sous 2 angles. 2 angles, oui. Techniquement, c'est-à-dire de quoi ça retourne, dans le fond, et il y a aussi politiquement. Et donc, votre rejet est un choix politique. Mais il n'y a pas que ça, c'est ce que j'essaie de vous dire. Je dis que, mais ne prenez pas un seul angle. Je dis il y a 2 angles. Vous savez, j'ai entendu un jour à l'Assemblée, un grand homme politique, que je ne veux pas citer ici, qui a dit que le comportement des démocrates ne l'étonne pas trop. Qui lui est déjà arrivé dans cette assemblée de dire que c'est bon, mais on ne vote pas. Je ne dis pas que c'est ce que nous faisons, hein, mais je dis que quelqu'un l'a dit. Si la personne m'écoute, la personne doit se retrouver. Que c'est bon, mais on ne vote pas. Donc, le vote peut être technique, comme ça peut être politique. Mais votre rejet semble politique. Non, mais c'est les deux. Mais jusque-là, je vous ai développé l'aspect technique. Ce que ça comporte et qui nous dérange. Donc, on n'est pas encore dans la phase politique. On n'est pas encore dans la phase politique. Oui, parce que on est tenté de le dire, honorable Ogbon, parce que juste au lendemain du vote, du non des démocrates, vous aurez reçu chacun des députés, des démocrates, une lettre de félicitations du président d'honneur qui a abordé d'autres aspects dans sa lettre de félicitations, abordant la démocratie qui serait à mal, abordant la question de la justice, même de ceux qui sont en dehors du Bénin. Ça dénote une connotation, un rejet purement politique. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous me rejoignez. Je vous dis, il y a les aspects techniques. Mais il y a les aspects politiques. C'est visiblement purement politique, puisque... Non, mais je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Mais moi, vous parlez du président Yaïbouni, qui nous a adressé une lettre de félicitations. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Lorsque vous avez des enfants ou des soldats ou des militants
qui font bien le travail. Mais écoutez, la moindre des choses, c'est de la féliciter. C'est la moindre des choses. Et donc, je vous parlais tantôt de l'aspect politique. Mais tout ça, mais le budget de l'État s'exerce, se déploie dans un environnement politique. Donc, on ne peut pas le soustraire de la politique. Vous savez, en fait, le budget de l'État, c'est quoi? C'est l'expression chiffrée de la politique, tout simplement. Donc, on ne peut pas dissocier les deux. Oui, mais ça ne devait pas être que politique, ça devait être également économique, social, puisqu'il faut penser... Ça, c'est la technique. Ça, c'est la croissance économique et tout. Tout ça, c'est la technique, ça. Et les démocrates devaient en tenir compte. Mais bien entendu, mais on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Vous avez parlé du social, vous avez parlé de l'économie, mais on n'est pas d'accord. Dites-moi, l'économie du Bénin est encore, pour vous, est encore vivace? Ça tient encore? Vous savez combien sont détruits ici? Les opérateurs économiques? Si vous êtes béninois, même si vous êtes à l'extérieur, écoutez, que font les médias? C'est pour nous renseigner. Même si vous êtes en dehors du Bénin aujourd'hui, vous savez combien d'opérateurs économiques sont partis du Bénin? Ils sont très nombreux à partir du Bénin. C'est la preuve tout simplement que l'économie est par terre. Ça, c'est un constat au Bénin. Vous demandez, vous avez vu les femmes qu'on a détruites au bord des voies là? Tout ça, c'est l'économie qu'on est en train de détruire. C'est l'économie qu'on est en train de détruire. Donc, mais il n'y a pas que politiquement. Jusque-là, je n'ai pas encore abordé l'aspect politique. Hein. Jusque-là, je parle techniquement. Ça dit, on peut constater ça. Maintenant, on aime le président, on ne l'aime pas, c'est une autre affaire. Sa politique, c'est mais l'argent qu'on leur donne là, l'argent que les députés octroient au gouvernement, c'est ça précisément qui lui permet de dérouler sa politique. Mais c'est cela. Mais dites-moi, maintenant politiquement, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, avec une gouvernance, quelle est la logique qui veut qu'on lui donne les moyens pour dérouler cette politique-là? Que vous rejetez, que vous dénoncez. Quelle est la logique? Là, je vous reviens politiquement. Dites-moi s'il y a une logique là. C'est-à-dire, chez moi, les Nagons disent, ce qu'on ne mange pas, on ne sent pas ça. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose? Comment vous pouvez accompagner quelque chose que vous dénoncez? Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Donc, c'est simple, hein? Ce n'est pas que... C'est pas qu'on a un problème... Ce n'est pas un problème de personne. C'est un problème de gouvernance. C'est un problème de façon de faire, tout simplement. Et ce n'est pas convenable. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Même les gens qui sont proches aujourd'hui des gouvernants, de plus en plus le disent. Vous pouvez constater ça. Hein? Et justement, d'aller sur les réseaux sociaux, d'écouter les médias. J'ai entendu des gens très très proches, il y a encore quelques mois, du régime, dire aujourd'hui que les décisions qui ont été rendues au Bénin depuis 2016, que c'est des décisions qui sont au sol. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi. J'ai entendu les mêmes personnes dire que les gens ont été trahis depuis 2016. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est juste je rappelle ça tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a rien fondamentalement contre le système, à part que la façon de faire crée problème. Allez à l'international, vous allez comprendre mieux ce que je dis là. Allez à l'international. Je crois peut-être dans la suite du débat, on va voir ça. Ça pose un problème. Mais écoutez, techniquement, ils nous ont annoncé la masse salariale de 6%. Ils nous ont annoncé, le ministère des Finances nous a annoncé la masse salariale dans ce budget-là qui est de 6%. Mais écoutez, tapez sur Google, vous allez voir les recommandations internationales. La masse salariale est comprise entre 20% et 40%. Ce n'est pas moi qui le dis, hein? C'est les recommandations internationales. Et donc, la moyenne devait être de 30%. Mais dites-moi, qu'est-ce que 6% représente devant 30%? Alors, techniquement, de quoi ça retourne? Vous connaissez l'accord de Abuja? L'accord de Abuja a dit quelle doit être la proportion dans le budget qui devait être allouée à la santé. On est largement en deçà de ça. Largement en deçà de ça. Vous connaissez l'UNESCO, non? L'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture. A dit aussi la proportion dans le budget général d'un État qui devait être alloué à l'éducation. Nous sommes en deçà de ça également.
C'est pas moi, ce que je vous dis là. Il suffit seulement de prendre le budget de l'État et de voir les recommandations internationales. Vous allez voir qu'on est totalement en dehors des recommandations. Maintenant, dans le pays, dites-moi ce qui va. Et je dois vous inscrire en faux. Dites-moi ce qui va. Dites-moi ce qui va. Vous voyez toute la peine que les producteurs de soja ont aujourd'hui. Le soja aujourd'hui au Bénin, c'est comme la drogue. Vous avez le soja en main, mais on vous poursuit, on vous pourchasse, carrément. À la dernière, aux dernières nouvelles, ils ont demandé que les producteurs de soja, avant de pouvoir ramener le soja du champ jusque dans les magasins, qu'il faut aller chercher une fiche, même gratuite. Il faut aller chercher dans un poste de douane. Les postes de douane sont à combien de kilomètres des champs? On a combien de postes de douane dans tout le Bénin par rapport au nombre de villages que nous avons? Quelle est cette course qu'on fait faire à la population? Ce n'est pas la peine. On peut aller au développement, mais doucement, tranquillement. Sans faire tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui va au Bénin? Le code du numérique qui est en vigueur aujourd'hui, au dernier examen périodique universel, ça se passe en Suisse, je crois. Ils ont dit au Bénin de revoir tout ça. Et le Bénin a accepté de revoir ça. Ce n'est pas encore revu, mais avec le même code-là, on continue d'emprisonner les gens. Mais dites-moi ce qui va. Et donc pour vous, rien ne va dans le pays, rien ne va, il n'y a aucune croissance, il n'y a aucune évolution. Mais la croissance profite à qui? Vous savez, moi je suis resté à l'extérieur, moi je suis resté en France pendant au moins 25 ans. Très bien. Mais en France, vous entendez les croissances de 3%, de 3,5%. Et on constate cette croissance-là à travers. Mais écoutez, l'école est gratuite en France. Je n'informe pas les gens. La France et le Bénin, ce ne sont pas les mêmes réalités. Mais je suis d'accord. Mais comment se fait-il que nous avons une croissance de 6,5% et l'école ne peut pas être gratuite, alors que la France a seulement 3,5% de croissance? Il ne sert à rien de donner ces chiffres-là. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est en deçà, je ne vous ai pas donné les chiffres. Il ne sert à rien. Nous sommes une population, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent, nous sommes une population essentiellement analphabète. Il ne sert à rien qu'on donne de gros chiffres. Mais sur le terrain, dans le pays, les constats sont là. Les Béninois peinent à manger. Ça, c'est factuel. Donc, quand il y en a que vous connaissez qui n'arrive, qui peut-être n'a pas pris 1-2 repas par jour, honorable. Peut-être c'est une question que je pose. Je ne vous ai pas bien entendu. Je demande, est-ce qu'il y en a qui vous ont dit ou que vous avez connu qui n'a pas pu assurer son manger au moins 1 ou 2 fois par jour, qui est resté à jeun? Écoutez, toute une journée, non, mais je vous ai entendu. Vous savez, nous sommes les représentants du peuple. Nous sommes au milieu du peuple. Nous, on ne reste pas au palais ou bien quelque... On est au milieu du peuple. Je reviens de Savé à l'instant. Je reviens de mon village à l'instant. Je sais ce qui se passe là-bas. Et vous savez, le député est député de la nation. Un député, ce n'est pas comme un ministre. Hein. Un député, ce n'est pas comme un ministre. Vous pouvez consulter nos téléphones sur le net, partout. On vous appelle pour tout. Et lorsque vous prenez de recul, vous analysez les choses, vous voyez bien mais que ça ne va pas. Ce n'était pas comme ça. Mais lorsque les emplois sont détruits massivement, vous prenez par exemple le cas de Savé dont je viens de vous parler. Il y avait la plus grande industrie du Bénin. Je passe mes mots, hein. La plus grande industrie du Bénin est logée à Savé. Ça s'appelle Société sucrière du Savé. Ça vient d'être fermé. Mais lorsque c'est fermé, vous connaissez tout ce qui vient par la suite comme conséquence? Le commissaire m'a appelé pour dire qu'il y a trop de vols aujourd'hui à Savé. Je n'encourage pas le vol, mais c'est comme si on pousse les gens au vol. Il n'y a pas que ça. On avait, sous le régime précédent, le régime du président Yaïboun, on avait un centre universitaire à Savé. Mais on a fermé le centre universitaire. Alors que le président a dit que nous sommes un désert de compétences. Si c'est vrai que nous sommes un désert de compétences, mais il faut ouvrir les centres éducatifs pour aller acquérir la connaissance. Les diagnostics sont bien faits, mais la thérapie n'est pas adaptée. Après avoir dit qu'on est désert de compétences, dites-moi la logique qui veut qu'on ferme plus de 3000 écoles dans le Bénin. Et qu'on annonce qu'on va ouvrir d'autres et qu'on n'ouvre pas ça. Dites-moi.
Donc, il faut qu'on se comprenne de plus en plus. Nous n'avons rien d'autre contre le président Patrice Talon. C'est un aîné, c'est un béninois, c'est un grand frère, c'est un papa, il n'y a pas de problème. Mais la façon de faire nous pose véritablement de problèmes. C'est tout. C'est tout. Mais nous sommes dans un pays où l'exclusion est devenue un mode opératoire, presque systématique. Mais on devait avoir honte. Honte de quoi? D'être honte de ne pas respecter les droits, tout simplement, les droits de la minorité. Vous savez, la Sénat qui est là aujourd'hui est installée bien avant que les démocrates ne voient le jour. D'accord. Mais nous avons demandé qu'on revoie la Sénat. Ça s'est passé, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo est venu plus tard, alors que la Sénat était installée. Le président Ouattara, on peut lui reprocher tout. Il a ouvert la Sénat à Gbagbo. Au président Gbagbo qui est rentré désormais dans la Sénat. Et donc cette affaire de tu me surveilles, je te surveille là, ça existe. Mais au Bénin, ce n'est pas le cas. Mais on a renouvelé tout récemment la Cour constitutionnelle. Mais le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit que pour les questions de désignation au sein de l'Assemblée nationale, qu'on doit voir clairement la configuration politique de l'Assemblée. La configuration politique, c'est les différents partis qui existent. Là, il fallait 4 personnes de l'Assemblée nationale pour la Cour constitutionnelle. Dites-moi, c'est qui celui qui représente les démocrates? On ne sait pas quand est-ce qu'ils ont fait la désignation. On ne sait pas quand est-ce qu'ils ont fait la désignation. Même chose, quand on devait faire renouveler la HAC, on a eu droit à la même chose. C'est quoi la démocratie pour les Béninois? Pour les gouverneurs du Bénin? Très bien. Honorable Agouan, revenons-en toujours donc au budget, votre budget que vous avez rejeté. Et ça dit que vous ne voulez pas que le pays fonctionne, que les programmes soient exécutés. C'est cela que le pays soit bloqué. Au fait, ce sont des questions que je pose. Je vous ai déjà répondu. C'est pas qu'on ne veut pas. On essaie de dire au gouvernement qu'on ne fait pas comme ça. Tout simplement. Vous savez, on n'est pas dupe. Hein? On n'est pas dupe. Nous sommes minoritaires à l'Assemblée. Ça se vote à la majorité simple. Donc nous sommes conscients que le budget va être voté. De toute façon, même si on avait la majorité, le président va s'en sortir. Mais l'ordonnance est là. C'est déjà arrivé au Bénin. L'ordonnance est là. À supposer même qu'on était majoritaire, il peut arriver que l'opposition soit majoritaire à l'Assemblée. Même si c'est le cas, le président a toujours de manœuvres pour s'en sortir. Il va prendre une ordonnance, il va faire voter son budget. Mais bien sûr. Donc il n'y a pas de problème. Mais ici, nous refusons d'accompagner ça. Parce que nous estimons que ce n'est pas bien. Tout simplement. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce n'est pas pour les démocrates. Hein. C'est pour le Bénin et c'est pour les Béninois. C'est pour le Bénin et c'est pour les Béninois. Le mode de gouvernance même pose un problème. J'ai dit tout récemment à l'Assemblée, j'ai dit, mais vous n'êtes pas gêné que c'est en Suisse là-bas que finalement vous convainquez que le code n'est pas bon, le code du numérique. Nous, on avait déjà dit que ce code-là n'est pas bon ici. Mais il a fallu que vous voyagiez en Suisse pour que les Blancs vous le disent. C'est en ce moment-là que vous acceptez que le code n'est pas bon. C'est quoi ça? Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'en Suisse pour constater que le code n'est pas bon. Même si le président dit que nous sommes des aides compétents, je crois que les intellectuels doivent se lever pour dire, monsieur le président, vous avez raison, mais on a quand même un peu de compétences. Vous en êtes un. Moi, je ne suis pas incompétent. Mais pas du tout. Je n'ai pas dit, mais parler des cadres, vous en êtes un. Mais j'en suis un. Et c'est pourquoi dire qu'on est incompétent, moi je ne suis pas d'accord. On est incompétent dans quoi? Dites-moi. Je vous rappelle, les Béninois sont pointueux. Moi, je connais les Béninois à l'extérieur. Est-ce que le président continue de tenir ce type de langage? Je ne sais pas. Puisque vous le répétez, est-ce que c'est dans cette logique-là qu'il a évoqué, prononcé cette phrase? Est-ce qu'il ne voulait pas faire passer un message? Lequel? Selon vous, lequel? Inviter les Béninois à s'appliquer
Mais si vous voulez inviter quelqu'un à s'appliquer, vous allez lui dire qu'il est incompétent. Vous allez lui dire de faire mieux. Vous n'allez pas lui dire qu'il est incompétent. Si vous dites à quelqu'un qu'il est incompétent, il faut que vous puissiez dire dans quoi il est incompétent. En revanche, vous pouvez dire à quelqu'un de faire mieux. On ne peut pas dire dans quoi, non. Moi, je crois que ce n'est pas la même chose. Ceci dit, le président est mieux placé pour dire exactement ce qu'il y a derrière ça. Très bien. Et donc, honorable Ogmon, vous, les démocrates, ont rejeté complètement le budget. Ce qui est sûr, vous l'avez dit, ça a été voté. Le gouvernement va pouvoir dérouler son programme. Mais qu'est-ce que cela vous fait face à toutes ces réalisations qui rentrent, une fois encore, je reviens là-dessus, dans la performance, dans la croissance économique, dans tout ceci. Qu'est-ce que cela vous fait? Puisque vous êtes dans le Bénin, les députés, vos mandants, etc., vous êtes dans le pays. Oui, nous sommes dans le pays. Nous sommes dans le pays. Dites-moi les réalisations dont vous parlez. C'est lesquelles? Certainement, avant de quitter, vous avez quitté, ça vous l'avez dit. Oui, bien sûr. Vous avez pris des voies bitumées. Mais bien sûr. Oui. Maintenant, qui peut-être n'existaient pas avant. Je suis d'accord avec vous. Les routes là se font à combien? Mais on a besoin. Mais le peuple a besoin de savoir. C'est de ça que nous parlons. C'est ça la gouvernance que nous dénonçons. Mais vous savez, si ce téléphone-là, on doit connaître le prix de ce téléphone-là. Vous tapez sur Internet, vous allez connaître le prix. Si je suppose que le téléphone-là coûte 200 000, c'est le prix ça, de 200 000 ça. Mais si je veux vous vendre à 500 000, vous allez accepter? Dites-moi non. C'est clair. Mais c'est clair que vous n'allez pas accepter. Oui. Mais lorsque je vous passe le téléphone, oui. mais vous devez me rembourser les sous, mais je ne vous dis pas à combien je vous ai passé le téléphone. Où est la transparence? Comment vous pouvez accepter quelque chose comme ça? Quelle que soit sa beauté, on a besoin de savoir ça. Non, en amont, ce n'est même pas pendant ou après, c'est avant. Et tout ça, c'est la gouvernance de la rupture. Vous savez qu'au cours de la 8e législature, ils ont réussi. Ils ont réussi à dépouiller le député de l'une de ses prérogatives essentielles, de l'une de ses grosses prérogatives, qui est donc le contrôle de l'action gouvernementale. Comment vous contrôlez quelqu'un lorsque vous ne savez pas ce qui... C'est d'abord et avant tout ça. Vous savez que désormais, au Bénin, le gouvernement peut aller passer de l'argent sans dire combien il veut aller passer, pourquoi il passe ça. Et c'est plus tard qu'il vient nous rendre compte. S'il vient nous rendre compte et on n'est pas d'accord, on fait comment? Mais dites-moi. Lorsque je caricature un peu pour dire, bon, vous avez votre femme à la maison. Votre femme doit aller passer de l'argent. Mais c'est vous qui devez rembourser l'argent que votre femme va passer là. Mais elle vous dit bon, elle n'est pas obligée de vous dire l'argent qu'elle veut aller passer. 3 mois après, elle vous dira l'argent qu'elle est allée passer et pourquoi elle est allée passer ça. Dites-moi, où est la démocratie là? Dans quel pays ça marche comme ça? Dites-moi. Ce n'est pas possible tout simplement. On ne peut pas dire que pour aller plus vite. J'ai entendu dire un député que oui, ça traîne trop à l'Assemblée, il vaut mieux qu'on fasse comme ça. Non, on ne peut pas faire comme ça. Non, on ne peut pas faire comme ça. Votre femme ou ma femme ne peut pas dire que pour aller vite, il vaut mieux qu'elle ait passé l'argent et que moi, et qu'elle me rende compte après. Et c'est moi qui rembourse. Non, on ne peut pas faire comme ça. Donc, pareil pour les routes qu'on est en train de faire. Les routes qu'on est en train de faire, on est en train de faire ça pour le peuple. Les routes là, c'est pour le peuple qu'on est en train de faire ça. Et donc, on doit dire au peuple, on veut vous faire telle route. Ça va vous coûter tel. Et les représentants du peuple vont dire, on n'est pas d'accord, c'est trop cher. Ah non, c'est raisonnable. Mais je vous ai dit qu'un député démocrate a dit qu'il faut donner plus de moyens à une institution. Donc ce n'est même pas que on veut systématiquement, nécessairement, forcément réduire les coûts. Non. Si on estime... Parce que vous savez, c'est ça aussi la qualité des ouvrages. Mais ça doit être encadré. Ça doit être encadré.
Mais aujourd'hui, on connaît le salaire des députés. Dites-moi, est-ce qu'on connaît le salaire des ministres? Mais les ministres sont payés sur la base, c'est les contribuables béninois qui payent les ministres. Les Béninois ont le droit de savoir. Mais vous savez, si vous voulez, le Bénin, c'est comme une société. Et le PDG, c'est le peuple. Mais le PDG ne peut pas ne pas savoir combien il paye aux employés. Moi-même qui vous parle, je suis un employé du peuple. Les ministres sont des employés du peuple. Le peuple a le droit de savoir. Si vous ne le dites pas, ça n'est pas encore grave. Mais que le peuple vous demande et que vous refusez de donner, ça pose un problème. On peut constater ce que je dis, hein, ça pose un problème. Voilà des choses que nous reprochons au régime. De toute façon, hein, on est tenté de dire qu'il y a quelque chose qu'on cache. Oui, mais écoutez, il y a une expression, Nago, qui dit que... Visiblement parce que le rejet peint tout en noir, tel que cela s'apparente aujourd'hui. Et on se dit, que veulent-ils véritablement? Que veulent-ils les démocrates? Oui. Veulent-ils réellement le bien de ce peuple dont ils se prévalent, défendent les causes? Ce sont des questions que beaucoup de Béninois se posent. Non, mais écoutez, les Béninois ne peuvent pas se poser cette question-là. Les Béninois qui se posent cette question, c'est les Béninois qui n'ont pas compris. Et si on a l'occasion de les rencontrer, on va leur expliquer. Vous savez, il y a des députés qui nous ont dit à l'Assemblée. Des démocrates ou de la mouvance? Non, pas du tout, évidemment. Les députés, BR et UP Le Renouveau. Mais qui nous disent, votre salaire est pourtant dans le budget. C'est intéressant ça. Vous ne m'avez pas suivi apparemment. Ils disent, mais vous rejetez le budget. Alors que votre salaire est dans le budget. Parce que vous êtes concerné, l'Assemblée qui fonctionne, c'est justement pour... etc. Tout, les moyens que vous utilisez, les moyens roulants, etc., c'est dans le budget. Et donc, c'est comme si vous rejetez. Non, justement. Non. C'est ce que j'essaie de vous dire. Les gens qui tentent de dire ça comme ça, oui. Mais il faut qu'on puisse leur dire la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que nous ne travaillons pas pour nous, même pour nous seulement. Nous travaillons pour le peuple. Mais lorsque moi j'ai mon salaire, et mon cousin de quelque part a des problèmes d'insuffisance rénale, et ne peut pas se soigner. La question est là. Moi, il n'y a pas de problème. Mais les autres, nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. On ne se bat pas pour le président du Parti les démocrates. On ne se bat pas pour les députés démocrates ou pour les militants. Mais vous savez qui va tomber malade très prochainement et qui sera au Sénat? Et donc tout ce que le gouvernement a présenté comme projet H, le projet H, etc., la prise en charge, etc. Ils sont combien qui bénéficient de ce projet-là? Pourquoi on n'étend pas ça? Mais nous avons fait tous ces débats-là. Tous ces débats ont été faits à l'Assemblée nationale. Ils sont combien qui bénéficient de ce projet-là? Et je vous rappelle que c'est un projet qui avait existé sous une autre forme, sous un autre nom. Ça s'appelait RAMU. Alors, le régime de la rupture est venu, a mis une croix sur ça, et a remis maintenant, ils sont combien qui bénéficient de ça? Ils sont 12 000. Faites 12 000 et 12 millions. Dites-moi, ça fait 0,01. Voilà les vraies questions que nous avons avec le gouvernement. C'est tout. Mais écoutez, moi j'ai dit par exemple au ministre de l'eau, de l'énergie et tout ça, j'ai dit, mais quand il était à l'Assemblée, j'ai dit, mais voilà une zone d'Akwakwa. Moi je n'habite pas à Akwakwa. Je n'habite pas à Akwakwa moi-même. Je suis de Saverne, au centre du pays. Je n'habite pas à Akwakwa. Mais il se trouve que dans la zone d'Akwakwa, impossible de trouver de l'eau. Voilà les questions essentielles. L'eau est source de vie. L'eau est source de vie. Voilà les questions essentielles. Moi, j'aurais préféré, par exemple, qu'on règle la question de l'eau, quitte à laisser les routes d'abord. Quitte à laisser les routes d'abord. Vous voyez les cités ministérielles là, ce n'est pas les vrais besoins des Béninois aujourd'hui, ça. Que vaut une maison lorsque vous avez faim? Vous êtes dedans et puis vous avez faim. Fut-il un palais? Dites-moi. Ce studio, si nous avons tous faim ici, dans ce studio, on va sortir d'ici. Et on va aller chercher peut-être à manger, peut-être dans la rue, quelque part.
et revenir au studio pour dormir ou bien pour continuer l'émission. Voilà les questions fondamentales, voilà les questions essentielles. Et le programme des Nations Unies pour le développement. Vous savez, le développement, ce n'est pas à inventer. Ça existe et les bases sont claires. Il y a un programme international qui s'occupe du développement et qui nous dit quels sont les critères de développement. C'est les facteurs humains. Le développement, ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Donc, le gouvernement, le chef de l'État et le gouvernement, je crois qu'ils peuvent revoir leur copie. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous n'êtes pas développé parce que vous avez une grande maison. Vous n'êtes pas développé parce que vous avez une belle route. Non. Non. Vous voyez, lorsque vous êtes père de famille, vous n'avez pas payé la contribution de vos enfants. Vous n'avez pas donné l'argent à votre femme pour qu'elle prépare à manger aux enfants. Et vous êtes en train de construire la maison. Qui vous voulez qui habite dans la maison là? C'est les morts que vous voulez mettre dans la maison ou quoi? Et la santé n'est pas garantie. Et vous êtes en train de construire des maisons. Ça pose un problème. Voilà les questions essentielles pour nous. Très bien. Merci, honorable Dima Kolaolei Obon. Nous allons évoluer et aborder l'autre question, l'autre sujet au programme. Il s'agit bien de l'audit consensuel du fichier électoral. Oui, vous l'avez demandé, vous l'avez eu, et vous avez créé un cadre de concertation dans lequel le Parti Les Démocrates se trouve aujourd'hui en tant que même l'un des premiers responsables de ce cadre. Vous avez engagé des rencontres avec les partis politiques pour en parler, en discuter. Mais visiblement, honorable Obon, est-ce qu'aujourd'hui, on est en droit de parler aujourd'hui du fichier électoral? Bien entendu. Bien entendu. Le fichier électoral existe aujourd'hui au Bénin. Écoutez, le fichier électoral existe. Mais il faut l'auditer. De quel fichier électoral parlez-vous? On en a eu, non? En 2023, on est allé aux élections en 2023. Nous sommes allés aux élections en 2023. Donc, il existe bel et bien. Mais il faut l'auditer. Mais le fichier, est-ce que vous allez auditer ce qui n'existe pas? Parce que selon les tests, le fichier électoral de 2023 n'existe pas. Ça dit, au regard des tests, à partir de... l'état civil général est au niveau de l'ANIP et à chaque élection, on sort le fichier électoral. Mais voulez-vous qu'on parle de 2023 alors que ça n'existe pas? En fait, c'est des questions. J'essaie de vous dire que ça existe. Si ça n'existe pas, comment est-ce qu'on a pu aller aux élections? Avec quoi on est allé aux élections? Il y a la liste électorale. Élections en quelle année? En 2023. Mais il y a eu les élections en 2023. C'est ça qui nous a vu venir au Parlement. Au Parlement? Oui. Mais cette liste... Mais qui comporte beaucoup d'irrégularités. En fait, c'est ça le problème. Il y a tellement d'irrégularités dedans. Écoutez, moi par exemple, je votais entre-temps en France. Je suis un Béninois qui était resté en France tout le temps. Et je votais en France. Mais maintenant, j'ai décidé de venir voter au Bénin. Il faut nécessairement que je sois sur la liste, mais au Bénin. Vous comprenez un peu ce que je dis? Oui. Et j'ai donc demandé qu'on me fasse un transfert chez moi au Bénin. Mais quand ils m'ont fait le transfert, j'ai demandé qu'on me transfère à Savé. Mais on m'a transféré sur Cotonou. On m'a transféré sur Cotonou. J'ai dû vérifier encore. Je dis, mais je suis toujours sur Cotonou. J'ai redemandé. Mais ça, combien de Béninois ont pu faire ça? Vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé lors des dernières élections? Chacun a un lieu habituel où il vote. On a un lieu habituel où on vote. Vous allez là, vous ne trouvez pas votre nom là. Vous allez là, vous ne trouvez pas. Il y a un cadre du parti UP Le Renouveau qui a dit qu'il y a 500 000 morts dans le fichier là, dans la liste électorale. Mais il faut, vous savez, pour moi, le débat est déjà dépassé. Vous savez pourquoi je dis ça? Oui. C'est parce que le président du parti Les Démocrates, avec les cadres du parti, sont allés rencontrer le président de la République, le président Talon. Et lui ont dit qu'il faut qu'on fasse un toilettage. Mais lui, il comprend. Mais il ne s'est pas opposé à ça. Il a dit qu'il est d'accord. Il a même dit aux démocrates, cherchez un cabinet.
cherchez un cabinet vous-même pour faire l'audit. Et dit, nous allons payer ça. L'État va payer ça. Donc pour moi, il n'y a même plus de débat. Le président a accepté. Maintenant, s'il ne veut plus, il n'a pas encore dit ça. Mais il peut aviser. C'est la faisabilité de la chose, parce que, pourquoi est-ce que, c'est une question que je pose, honorable Bon, pourquoi est-ce que le cadre ne pouvait pas attendre que l'ANIP nous sorte la liste électorale, parce que nous avons un délai par rapport à tout ça. Nous avons sorte la liste, que l'ANIP nous sorte la liste électorale, qu'on procède aux vérifications, aux irrégularités, comme vous l'avez dit, avant d'enclencher le problème. Est-ce que c'est pas de... C'est une possibilité, ce que vous dites là. Mais rappelez-vous qu'on avait déjà des reproches à l'ANIP même, dans le fonctionnement de l'ANIP même. Parce qu'on estime que l'ANIP, vous savez, en fait, c'est que les choses ne se font pas normalement. L'ANIP ne devait pas être comme ça. Au sein de l'ANIP, il doit avoir tous les regards. C'est ce que prévoit, je ne connais plus l'article, c'est ce que prévoit les tests. Mais dites-moi, nous, par exemple, au parti les démocrates, on ne sait pas dans quel cadre ça s'est fait. On n'a pas un œil dedans. Et c'est précisément ce que nous demandons. Vous avez votre CIP. Comment? Vous avez votre CIP, votre cadre, mais bien sûr. biométrique. Oui, mais bien sûr. Et les autres, là, c'est lesquels? C'est les étrangers? C'est les morts? Mais personne ne sait. D'autant plus que c'est même quelqu'un, on n'est pas contre les étrangers, qui n'est pas du Bénin, qui s'en charge. C'est autant de... Vous savez, il faut éviter des situations comme ça. Il faut éviter des situations comme ça. Lorsque, par exemple, vous avez une affaire aussi sensible, qui est confiée à, permettez-moi de dire, à un non-béninois, tout ça, ça suscite des questionnements. Et c'est légitime. De toute façon, pour moi, les nagos disent, si vous n'avez rien, je traduis en même temps, si vous n'avez rien d'illicite, si vous ne cachez rien d'illicite, si on veut vous fouiller, il faut permettre la fouille. Donc on en est là aujourd'hui. Pour moi, le débat ne doit plus se faire. Parce que si le président de la République a dit non, là, il y a débat. Mais il n'a pas dit non. Et le soutien, j'ai déjà dit ça quelque part, le parti UP Le Renouveau, qui ne comprend pas tout ça. Pour moi, je ne sais pas qui le parti UPR ne comprend pas. C'est le président qui ne comprend pas, qui a accepté, ou c'est les démocrates qui ont demandé à voir clair dedans que le parti UPR ne comprend pas. Et même chose pour le parti BR, qui dit qu'il est réservé là. Il est réservé par rapport à quoi? Il y a une situation, une pièce maîtresse, pour aller aux élections générales, pour la première fois au Bénin que nous voulons organiser les élections générales. Et on demande à voir clair, ils disent qu'ils sont réservés. Ils sont réservés par rapport à quoi? Ou bien par rapport à qui? Il n'y a pas de réserve à avoir là. Très bien. Honorable, bon, techniquement, oui, vous savez que les tests prévoient que la liste provisoire soit dégagée 120 jours avant les élections. Et la liste définitive, au moins, disons, à peine 2 mois. Alors, quel temps disposez-vous pour faire tout ce travail? Techniquement, vous savez, l'audit de fichier, ce ne sera pas chose facile. Techniquement, de quel temps disposez-vous pour ne pas empiéter sur le calendrier des élections générales de 2026? En fait, ce sont des questions. C'est précisément pour ça qu'on s'est pris un peu plus tôt. C'est précisément pour ça qu'on s'est pris un peu plus tôt. Vous savez, les tests prévoient que normalement 6 mois avant, il faut éviter de toucher aux tests électoraux. Aux tests, électoraux. Donc, on est dans le temps. Ce qu'il faut simplement, c'est que le gouvernement... nous, on a déjà fait les propositions, on a déjà déposé. Vos propositions disent, qu'est-ce que ces propositions disent? Qu'est-ce qu'ils retiennent? Qu'est-ce que le cadre? Quelles sont les prochaines démarches? Puisque vous avez fini de faire les rencontres, vous avez produit un rapport, certainement que vous avez... Non, vous savez, ceci là, ça n'incombe pas au gouvernement.
Ça, c'est pas le problème. Ce que le cas de concertation de l'opposition est en train de faire en ce moment, ce n'est pas un problème du gouvernement, non. Le cas de l'opposition, les démocrates, donc avec le cas de l'opposition, a jugé bon en discuter avec les autres partis. C'est tout. Et on estime que ça devait se faire comme ça. C'est tout. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Non, là on en est aujourd'hui, c'est le gouvernement qui doit réagir aujourd'hui. Vous avez transmis un rapport qui... Bien sûr, ça a été déposé. Et quels sont évoqués nous quelques points? Non. Quelques points. On va pas rentrer dans les détails, mais il va avoir un cabinet qui va donc... et puis le gouvernement va voir avec le président de la République, ils vont voir, ils vont discuter du peu et tout. Et puis, normalement, il doit avoir et le gouvernement et l'opposition, la société civile. C'est comme ça que ça devait se faire. Et donc, on attend, en fait, que le gouvernement réagisse maintenant. La balle n'est plus dans le camp du cadre de concertation de l'opposition. Vous êtes convaincu qu'il faut revoir, il faut jeter un regard sur ça? Je vous explique. Le code électoral qui est en vigueur, même l'ancien, prévoit qu'il faut auditer le fichier électoral, prévoit qu'il faut jeter un coup d'œil, qu'il faut actualiser ça. Donc, mais nous sommes dans les tests. Ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas inventé. C'est ce que les tests disent. On a fait après votre rencontre avec l'UP que vous avez compris que il n'y a pas encore un fichier, c'est un fichier électoral actuellement. C'est ce qui est. Mais il y a trop de problèmes dans ce fichier-là. Il faut qu'on commence tôt. Je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui, vous savez, lorsque vous rentrez dans le Bénin profond, vous avez quelqu'un dont le bureau de vote, tout n'est pas Cotonou, hein. Vous avez quelqu'un dont le bureau de vote se situe peut-être à 3 km ou à 1 km. Il va se débrouiller. Mais il se trouve maintenant qu'il est à 100 km. Il ne va pas aller voter tout simplement. Qui va l'amener là-bas? C'est ce que nous avons connu en 2023. Et c'est pourquoi très tôt on disait, mais voyons cette affaire-là ensemble. Moi, je ne sais pas à qui ça profite. Je ne sais pas à qui ça profite. Parce que c'est un crime même. Parce que vous savez, lorsque vous empêchez quelqu'un d'aller voter, vous savez que normalement, c'est comme une fraude. Mais bien sûr, lorsque vous empêchez les gens d'aller voter, nous avons vu ici en 2021, hein, les vidéos sont encore là. Malheureusement, dans le pays, il n'y a personne pour interpeller ça, monsieur-là, qui ont estampillé des carnets comme ça. Dans quel pays ça se fait? Dites-moi. Vous avez un visa dans quel pays? Si ce n'est pas au Bénin. Où un élu dit publiquement dans les réseaux sociaux que lui, à lui seul, il a cacheté un carnet, 5 carnets. Vous avez déjà entendu ça quelque part? Et il est en liberté. Et c'est ça qui a vu venir les gens au pouvoir. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'élu lui-même qui l'a dit. Si vous demandez aux Béninois, ils seront nombreux à témoigner ça. Ça pose un problème dans un pays qui se veut vraiment démocratique, un pays qui veut se respecter. Vous pouvez constater ça avec moi. Merci, honorable Diman Kolaole Ogon, député du parti Les Démocrates à l'Assemblée nationale. Nous allons aborder d'autres sujets avec vous. Il y a cette information qui a circulé, qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Et certains médias auraient publié que l'opposition les démocrates seraient subventionnés, soutenus financièrement par de hauts perchés autour du pouvoir. Honorable Ogon, vous avez aujourd'hui, vous êtes face à la caméra, dites-nous réellement ce qu'il en est. Moi, je n'ai pas connaissance de ça. Moi, je n'ai pas connaissance de ça. Puisque nous avons mais j'en ai, une réaction des démocrates. Mais j'en ai entendu. Mais j'en ai entendu. Mais je vous dis que je n'ai pas connaissance de ça. Vous savez, il y a beaucoup de choses que vous entendez. Hein? Il y en a qui vous engagent et il y en a qui ne vous engagent pas. Ça n'engage pas le Parti des démocrates. C'est ça. Ça n'engage pas le Parti des démocrates. Et au Parti des démocrates, cette page est fermée depuis.
C'est tout. Mais qui trottine certainement encore dans la tête parce qu'on s'interroge, on se dit Mais- à quel jeu joue-t-on? C'est pas compliqué. Vous savez, chacun a sa tête. On ne peut pas se mettre dans la tête des gens pour... Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Maintenant, vous avez à croire à ce que le parti dit. Maintenant, si vous ne voulez pas croire à ce que le parti dit, croyez à ce que le journal dit. Nous sommes dans un pays, il doit avoir normalement la liberté de penser, de croire, il n'y a pas de problème. Vous avez vu, nous on a rejeté le budget. On n'est pas d'accord, on a rejeté le budget. Dans le même pays, il y a des gens qui ont voté le budget. Au parti des démocrates, cette page-là est tournée. Vous savez pourquoi? Parce que le parti a porté plainte contre le journal ou le promoteur du journal. Donc, la page est fermée. Si ça nous engageait, oui, mais on n'allait pas aller jusque-là. Si ça nous engageait, on ne serait pas allé jusque-là. Nous sommes un grand parti, hein, on n'est pas un petit parti. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas, au pouvoir, oui, nous ne sommes pas au pouvoir, mais nous ne sommes pas un petit parti. Non. Très bien. Alors, bon, l'autre sujet que nous allons aborder, vous savez, nous sommes en décembre, de la semaine qui s'achève. On a célébré le 11 décembre dernier le 34e anniversaire. Ça fait 34 ans que notre constitution, la constitution du 11 décembre 90 existe. Et pourtant, une constitution qui est pourtant des crises permanentes. Comment est-ce que les démocrates expliquent cela? Je n'ai pas bien compris votre question. Nous sommes au 34e anniversaire de la Constitution. 34 ans, la Constitution du 11 décembre aujourd'hui. Oui. Et vous demandez pourquoi il y a des crises? Oui, visiblement, Vous savez, en 2019, nous avons changé de Constitution au Bénin. Nous n'avons pas changé de Constitution. En 2019, Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des retouches. La Constitution demeure. Le statut de la Constitution demeure. Non, vous savez, en fait, c'est ça le gros problème que nous avons aujourd'hui au Bénin. La Constitution a été révisée en 2019. Nous avons changé de Constitution en 2019. On a changé de Constitution en 2019. La preuve est que, lorsque vous dites que ça a été retouché, regardez tout ce qui a été mis de... Mais c'est précisément les articles qui ont été rajoutés là qui nous posent problème aujourd'hui. Je vous donne 2-3 exemples. Vous voyez, quand la Constitution a été révisée en 2019, c'est à cette occasion-là qu'ils ont enlevé la prérogative dont j'ai parlé tout à l'heure aux députés. Dites-moi, lorsque quelqu'un peut aller passer de l'argent en votre nom, sans vous dire, c'est quelle logique? Quel est ce plan-là? Ça nous a poussé aujourd'hui à une dette intérieure de 7 000 milliards. Alors qu'en 2016, la dette était de 2500 milliards. Vous voyez les conséquences? C'est-à-dire, de l'indépendance, on va dire. De l'indépendance, nous allons dire. C'est pas en 90 que la dette du Bénin a commencé. C'est depuis l'indépendance. Quand on a, soi-disant, fini avec la France et consorts. Donc, la dette de 1960 jusqu'en 2016 était de 2500 seulement milliards. Mais puisque le Parlement n'a plus de contrôle et que l'État peut aller passer de l'argent comme il veut, mais aujourd'hui, nous sommes à 7 000 milliards. Nous sommes à 7 000 milliards. J'en viens. Oui. Donc, vous voyez, si de 1960 à 2016, ça fait 57 ans. Si on a eu une dette de 2500 en 57 ans, mais en moins de 10 ans aujourd'hui, nous avons triplé cette dette-là. Quel est le plan? Quel est le but? Nous sommes aujourd'hui à 50%, semble-t-il. L'encours de trucs, nous sommes à 50%. On peut aller jusqu'à 70%. Mais lorsque le gouvernement vient à l'Assemblée et dit que nous sommes riches au Bénin, j'ai entendu le porte-parole du gouvernement dire une fois qu'on n'a pas besoin de recourir à l'étranger, que nous sommes bien. Et les dettes là, c'est quoi? Mais si on est bien, pourquoi on va s'endetter? Si on est bien, pourquoi on va s'endetter? Le ministre des Finances est passé à l'Assemblée, on lui a dit, mais la dette là, vous ne voyez pas que ça pose un problème? Le ministre des Finances dit ceci.
il dit qu'on n'a pas de crise de dette au Bénin, mais on a de crise de liquidité. C'est quoi la différence? C'est simplement... Il est un financier, il sait de quoi il Mais parle. je suis un économiste, peut-être je ne suis pas allé jusqu'à son niveau, mais c'est quoi la crise de dette? C'est quoi la crise de liquidité? Dans les deux cas, il y a crise, oui ou non? Crise de dette et crise de liquidité. C'est la crise là, c'est ça qui nous importe, nous autres. Et puis, c'est le point commun ça. Nous sommes en crise, un point, un trait. Que ce soit de liquidité, que ce soit de dette, dans les deux cas, on parle de l'argent. Quand on parle de crise de dette, c'est des voitures qu'on parle. C'est des maisons qu'on parle. Quand on parle de crise de liquidité, c'est des tissus qu'on parle. Dans les deux cas, nous sommes en crise financière, tout simplement. Et ça, on ne peut pas. C'est le jeu de mots. Il a dit que, en vérité, la crise de liquidité, c'est que vous allez dans les banques aujourd'hui et vous ne trouvez pas de l'argent. Mais pourquoi on va dans les banques et on ne trouve pas de l'argent? Un. Deuxième chose, il y a les banques qui sont en train de fermer. Le gouvernement doit normalement questionner sa gouvernance, doit questionner son mode opératoire. Mais si entre-temps, les banques sont venues massivement dans le Bénin, et aujourd'hui les banques sont en train de partir, c'est la faute aux opposants? C'est la faute aux populations? Combien sont-elles en partance ou sont parties? On ne peut pas le compter. EcoBank a fermé massivement, qui est pourtant une banque très connue ici et dans la sous-région, a fermé massivement. Société Générale a fermé et j'en passe. A fermé des agences peut-être. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Mais lorsque Société Générale ferme des agences, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il retient. Mais entre-temps, Société Générale a ouvert et aujourd'hui a fermé. Mais écoutez, pour vous, ça veut dire que ça va? Non, la question que je pose, c'est de savoir est-ce que ça ne va pas. Vous voulez imputer ça à la gouvernance du pays, c'est ça? À votre avis, il faut imputer ça à qui? Ah? Donc c'est la population qui ont fait que les agences ont fermé. Non, mais peut-être la banque en elle-même a ses propres problèmes qui ne sont peut-être pas forcément dus. Oui, mais pourquoi elle n'a pas fermé ailleurs, dans un autre pays? Et c'est au Bénin que ça a fermé. Vous savez, on n'est pas en train de peindre le pays en noir. Hein. Nous sommes en train de dire ce qui ne va pas. L'État simplement a écouté. Tout simplement à écouter. Et voir quelle amélioration il peut apporter. C'est tout. Nous, on n'est pas heureux de savoir. Mais écoutez, si vous aspirez gouverner, parce qu'un parti est créé pour conquérir le pouvoir. Si vous aspirez... Vous avez vu comment le président Yaïboune a couru avec le président Soglo a couru. Pourquoi? Quel intérêt le président Yaïboune et le président Soglo, quel intérêt ils ont tous les deux à voir notre pays coupé avec le Niger? Soi-disant parce qu'ils ne sont plus au pouvoir. Et alors? Tout le monde doit être saisi. Tout le monde doit se saisir de ces sujets. C'est des sujets majeurs. D'accord. Nous en étions, honorable Ogbon, à la Constitution que vous avez dit qu'on a changé la Constitution, mais cette Constitution qui a été retouchée, ça il faut le dire, l'ossature reste toujours la Constitution du 11 décembre 1990, mais c'est cette même Constitution qui a permis d'avoir des acquis, par exemple, autant de femmes à l'Assemblée 28 et beaucoup d'autres choses. Ce ne sont pas des choses à célébrer, à apprécier. Vous savez, la discrimination positive, ce sont quand même des acquis, des avancées en termes de... Quelle discrimination? Non, la vérité est ailleurs. Dites-nous. Mais écoutez, lorsque par exemple les gens se proposent, on dit on va célébrer la femme, on va promouvoir la femme, on a besoin de prendre une loi pour promouvoir la femme. Quand le président Yaïboune était au pouvoir, tout ce qu'il faisait là, c'est gratuit. La gratuité de l'école. Vous savez ce que c'est que gratuité de l'école pour une femme? Est-ce que vous savez que les enfants sont beaucoup plus à la charge des femmes que les hommes? Combien de papas vont déposer les enfants à l'école et vont les chercher à l'école et leur préparer à manger et faire ceci et faire cela? C'est beaucoup plus la femme. Et lorsque, par exemple, dit c'est gratuit pour... Tout ça, c'est la promotion de la femme. On n'avait pas besoin de changer la Constitution pour faire ça. Je suis permis de vous dire, à l'Assemblée nationale, les mêmes UPR, le Renouveau, et BR, c'est eux
les gens de la 8e législature. C'était les deux qui étaient à l'Assemblée au cours de la 8e législature. C'est eux qui ont fait voter la loi là. C'est bien. Mais quand nous on est arrivé en 2023 à l'Assemblée et qu'on s'est retrouvé donc avec les UP et BR, comment ils mettent en pratique la promotion de la femme en question? Comment ils mettent ça en pratique? Au Parlement, chaque groupe parlementaire a ce qu'on appelle le bureau du groupe parlementaire, composé de 3 personnes. Le groupe parlementaire des démocrates, il y a 2 hommes, 1 femme. Demandez-moi combien il y a de femmes dans les autres groupes parlementaires. Demandez-moi. Et je vais vous dire, mais c'est 0-0. Voilà les gens qui ont voté l'arrivée à l'Assemblée des femmes. Il n'y a pas que ça. Moi, il m'arrive de me demander s'ils croient en eux-mêmes. De bonne foi, hein? Nous sommes tous des parents, nous sommes des frères, on se connaît bien, on se parle bien. Quand on finit les plénières, ben, ça rigole, tout ça. Mais on se pose la question. C'est peut-être parce que c'est la fin du 2e mandat. J'en sais rien. Il faut aller au bout. Il faut aller jusqu'au bout lorsque vous faites des choses comme ça. Il faut aller jusqu'au bout. C'est le cas, par exemple, de l'audit du fichier, là. Comment vous pouvez... Comment un élu peut... C'est pourquoi je dis ça profite à qui? Ça veut dire alors que c'est à eux que ça profite. C'est-à-dire, un militant va pour voter, il ne trouve pas son nom. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Oui. À plusieurs reprises, ça a été noté. Mais dans le cadre constitutionnel aujourd'hui, c'est quand même un espoir qu'aujourd'hui, que cette constitution est durée pendant, avec quelques modifications bien sûr, intervenues en novembre 2019, vous l'avez dit, que ça a permis d'avoir des acquis, quand même des avancées au plan national. Ça a permis, on n'en a jamais connu aujourd'hui, d'avoir un vice-président ou une vice-présidente. Sinon, auparavant, vous le savez bien, c'était le président de l'Assemblée qui assumait. Ça permet de terminer le mandat autant d'avancées. Honorable Obo, que... Vous avez dit qu'aujourd'hui, on a quoi? Aujourd'hui, on a un vice-président. Vice-président de la République, c'est ça? République, oui. Bien sûr, qui permet, ça ce sont des avancées, des acquis de ces retouches, qui permet, fini le mandat du président actuel, contrairement à ce qu'on avait, ça nous ferait gagner en termes de coût des élections. Sinon, si, par exemple, en chemin, le président élu décidé, c'est le président de l'Assemblée, 3 mois après, qui est chargé d'organiser des élections. Ce sont quand même des coûts. Aujourd'hui, pour vous, c'est une avancée. C'est ça, non? Vous ne trouvez pas... C'est ce que j'essaie de vous dire. Ce n'est pas ça. C'est pas ça là l'essentiel aujourd'hui. Non. La preuve, je ne sais pas si on va en venir. Le code qui est là aujourd'hui, ça vient mettre tout à mal. Le code qui est là aujourd'hui, ça vient mettre tout à mal. Puisque vous y êtes, allons-y du code en quoi? Vous avez visiblement, c'est comme si vous ne voulez pas entendre parler du code. Mais est-ce que vous l'avez, est-ce qu'on l'a déjà expérimenté? Est-ce que c'est le seuil de 20% ou quoi qui vous inquiète déjà? La barre de 10%, on a déjà évalué ça. La barre de 10% de 2019 ou bien de 2000 combien? Est-ce qu'on a déjà évalué ça? Nous, on a évalué la barre de 10%. Et qu'est-ce que mais c'est un échec. C'est un échec. Vous savez, lorsque la population se décide de voter pour quelqu'un, mais il faut respecter le choix de la population. Pour la première fois, à Porte-Nouveau, le PRD a perdu la mairie de Porte-Nouveau. Il faut permettre à la population de choisir son dirigeant. Ce code-là ne permet pas de faire ça. La barre de 10% n'a pas... Vous connaissez dans un pays où c'est pratiqué la question de 20%. C'est la Turquie qui pratique 7%. Et c'était la barre la plus haute. Il me semble, entre la Suisse et l'Angleterre, un pays avait annoncé 6%.
entre la Suisse et l'Angleterre, je ne sais plus lequel des deux pays, avait annoncé 6%. Le Conseil constitutionnel a cassé ça. Voilà les pays où la démocratie vit, respire. Le Conseil constitutionnel a cassé ça. Vous savez, pour les élections présidentielles, on peut même comprendre. On peut comprendre ça. Mais pour les élections municipales, communales et législatives, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez un député, bien qu'il soit élu de la nation, un député est élu dans une circonscription électorale. Alors, pour qu'il soit élu dans une circonscription électorale, qu'est-ce que le Conseil appelle les autres circonscriptions électorales? Quand tu seras candidat à la présidentielle, d'accord. Mais pour les élections législatives municipales, on a déjà évalué la base de 10%. Pour aller maintenant à la base de 20%. Et 10%. Ça pour renforcer le système partisan. Quel système partisan? C'est-à-dire aller et maintenir le concept de grands ensembles politiques. On n'a pas besoin de faire ça. Vous savez, la mort existe. La mort existe pour les hommes, pour les choses, pour les animaux. Il n'est pas nécessaire. Non, je vais vous dire. Non, c'est pour vous dire qu'il n'est pas nécessaire de tuer. Parce que chacun mourra de sa mort. Les choses vont mourir d'elles-mêmes, même si on ne les tue pas. Les animaux vont mourir. Les hommes aussi vont mourir. Vous savez, il y a des gens qui vieillissent et qui meurent. Il y a des gens qui dorment, qui ne se réveillent pas. Ce n'est pas que quelqu'un lui a fait quelque chose. On peut laisser chacun. Mais quand on parle des partis politiques au Bénin, on dit qu'il y a 200. Les 200 là sont où? Il y a un de nos textes qui dit que après 3 élections successives, si un parti n'a pas d'élu, il meurt. Pourquoi on ne laisse pas des choses comme ça se manifester tout simplement? Alors, on dit qu'on ne veut plus d'alliance. C'est quoi l'accord de gouvernance? C'est des jeux de mots. Nous sommes en train de tourner autour de nous-mêmes. On se tourne et on tourne autour de nous-mêmes. Pourquoi ils ont fait? Vous avez vu, après avoir voté l'accord de gouvernance, ils ont couru déjà pour faire leur accord. Ils ont couru, ils ont fait ça pour eux-mêmes. Vous savez, en l'état actuel, il y a des partis à l'Assemblée. Je ne veux pas suivre mon regard. Il y a des partis à l'Assemblée, ou bien il y a un parti à l'Assemblée qui ne peut pas aller aux élections. Ou bien tout simplement, ce n'est pas tous les partis qui peuvent aller aux élections présidentielles, en l'état actuel des tests. Sans l'accord de gouvernance. C'est quoi tout ça? C'est des jeux tout simplement. Et il n'y a pas fondamentalement de différence entre accord de gouvernance et alliance des partis politiques. S'il y en a, je veux qu'on me démontre ça. C'est des échecs tout simplement. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas fait de façon consensuelle. Ce n'est pas fait dans un esprit d'aller de l'avant. Et donc régulièrement, on se rattrape. Il n'y a pas que ça, hein? Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'échecs comme ça. Vous avez vu le leasing là, la location, dans un pays où un gouvernement se décide de louer le véhicule pour fonctionner. Il se décide d'aller louer des véhicules pour fonctionner. Alors, je dis ça comme ça. Le jour où le propriétaire de ce parc-là a un problème et il dit qu'il ne loue plus, c'est le jour-là qu'on va aller chercher des véhicules pour un État. Mais ils ont réalisé que c'est un échec. Personne n'en parle en ce moment, mais c'est un échec. Et le gouvernement est en train d'abandonner ça. C'est quelle façon de gouverner ça? Une fois encore, on n'a rien contre les personnes même. Mais leur façon de faire là, non, ça nous pose trop de problèmes. On va jusqu'à dire que même les enseignants là, qui vont avoir une société, et que comme si, bon, c'est cette société-là qui vont mettre à disposition les enseignants dans une république. Dites-moi, c'est le modèle de quel pays? Vous savez, en termes de gouvernance, chacun a ça. Chaque président, chaque gouvernement a sa politique de gouvernance et de gouvernance selon ses priorités, selon son programme d'action. C'est précisément ça qui est mis en cause maintenant. Et nous l'avons dit avant. On n'a pas attendu qu'on constate que ça va échouer. Et c'est seulement de regarder ça de près. On peut constater que ça ne peut pas aller. Et régulièrement, nous voyons ça.
Il n'y a que le gouvernement qui peut expliquer ces façons de faire là. Nous avons dénoncé régulièrement ça. Vous savez, nous on s'est constitué en parti, nous on s'est constitué en opposition depuis 2016. Hein. Ce n'est pas maintenant. Je suis heureux, je suis peiné de dire, hein, je suis heureux de voir qu'il y a des gens qui étaient avec le régime, mais qui nous rejoignent. Le rang s'allonge, ça grossit de jour en jour. En fait, il y a des gens qui ont compris plus tôt. Il y en a qui ont compris plus tard. L'essentiel pour nous, c'est que les gens aient compris. Et les gens sont en train de comprendre. On ne peut pas faire comme ça. Alors, dites-nous, ça c'est une question parce que nous sommes pratiquement vers la fin de cet entretien. Mais, oui, déjà. Parce que, alors, dites-nous, quel est votre avis? C'est vrai que ça a été une question qui a été débattue à l'Assemblée. Votre avis sur les ministres conseillers? Les ministres conseillers, ben, écoutez, ça c'est pas notre problème, c'est le problème du régime. C'est-à-dire qu'on nomme les ministres conseillers. Bon. Ça n'existe pas chez nous, donc il a fallu prendre une loi pour ça. Maintenant, à quelle fin? C'est les ministres qui sont nommés et le président lui-même, c'est eux qui sont à même de le savoir. Pendant qu'on dit qu'il n'y a pas de l'argent dans le pays, bon, je ne suis pas gêné qu'on nomme les gens. C'est au président et aux ministres conseillers qui sont nommés, c'est à eux de nous dire. Oui, quelle est la finalité? Leur fonction est claire, c'est le travail qu'ils auront à faire sur le terrain. Mais qu'est-ce que les ministres font? Est clair. Qu'est-ce que les ministres font? Déjà. Une fois encore, c'est les Béninois qui sont nommés, donc je ne suis pas jaloux d'eux, je ne suis pas gêné. Moi-même, je suis un élu, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que les ministres font, déjà? Moi, j'ai lu les attributs de faire observer ceci, faire cela. Oui. Qu'est-ce que les ministres font? Est-ce que vous ne voyez pas là que c'est une technique, puisqu'ils doivent descendre au sein de la population, une manière de vous écouter, d'écouter les plaintes de vos mandants, de vos militants sur le terrain, des Béninois, savoir de quoi, qu'est-ce qui leur manque, de quoi ont-ils besoin encore, pourquoi pas. C'est moi qui pose la question, ce n'est pas le gouvernement. Non, en tant que citoyen. Je vous comprends et je vous concède ça. Je vous concède ça. C'est pourquoi je dis que je ne sais pas. J'ai lu, bien entendu, les trucs, mais bon, si le président jugeait bon comme ça, de toute façon, c'est fait, hein, donc, ils n'ont pas demandé notre avis, ce n'est pas un vote, c'est pas un truc, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef. Il a décidé de les nommer, il les nomme. De toute façon, il en a suffisamment nommé, il a nommé les députés, il a nommé les ministres, il a nommé les ministres conseils, c'est son droit. Il s'est créé la loi, donc pour le faire dans le cadre de la loi. Mais tout ce que vous avez cité, et ça c'est une question d'un journaliste qui a un entretien, mais de tout ce que vous avez cité, vous n'avez pas la voix sur la loi, mais le test sur le Conseil économique et social où les démocrates se sont retrouvés. Vous ne vous êtes pas plaint de tout ça. Mais les démocrates sont quand même au sein du Conseil économique et social bien représentés. Là, on n'a pas dit, c'est un silence. Là, on n'a pas quoi, vous avez dit? J'ai pas entendu. Non, là, on ne nous a pas entendu. Oui. Mais écoutez, vous savez. Vous ne l'avez pas évoqué là maintenant. Mais il n'est pas nécessaire que je l'évoque. Ce n'est pas une faveur, ça nous revient de droit. Mais, en fait, quand est-ce que. C'est pourquoi je dis que le président a juste à nous écouter un peu. Et puis, il va bien finir son mandat. Ça nous revient de droit. Ça nous revient de droit. Et donc, mais, vous savez, au Conseil économique et social, il y a un test. Et l'Assemblée nationale doit désigner des membres. Vous savez, nous avons dit, tout simplement, respectons les règles que nous nous sommes données nous-mêmes. C'est la non-observance de ces règles-là, c'est le non-respect de ces règles-là qui pose des problèmes. Comment vous comprenez que, par exemple, aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, il n'y ait pas un démocrate? Alors qu'il y a une désignation qui est partie de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu un démocrate.
On devrait annuler ça. Alors, la HAC, même chose. Ce n'est pas normal. Quand il s'agit de la désignation des membres de l'Assemblée qui devaient aller à la HAC, la clé de répartition qui a été proposée, mais on a dit, mais ce n'est pas possible. On a dit, ce n'est pas possible. Vous savez, on avait besoin de 3 personnes pour aller à la HAC. À la HAC, 9 personnes siègent. 3 sont désignés par les professeurs de médias, 3 sont désignés par le président de la République et 3 par l'Assemblée nationale. Et je vous ai dit tout à l'heure que le règlement de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur, veut que pour les questions de désignation, qu'on voie bien la composition politique de l'Assemblée nationale. Mais ils ont fait une proposition, une clé de répartition qui dit que nous allons voter. Mais est-ce que cela c'est dur? C'est difficile là? On a besoin de 3 personnes. Il faut respecter la configuration politique. Il y a 3 partis politiques. Et puis c'est fini. Mais ils ont dit qu'on va voter. Quand ils ont dit ça, nous sommes sortis de l'Assemblée nationale ce jour-là. Les députés démocrates sont sortis de l'Assemblée nationale pour dire ce n'est pas possible. C'est une exclusion flagrante. On ne doit pas nous suivre quelque part, malheureusement. Alors, quand il s'agit de la désignation des gens pour aller au CES, comme si ils sont devenus de bons démocrates, de bons... je ne sais pas qu'est-ce qu'il convient de dire encore. Ils ont dit, là, il n'y a pas de problème. Très bien. Là, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Très bien. Merci. Nous avons simplement constaté que le droit a été dit. Le règlement intérieur de l'Assemblée a été respecté. C'est tout. Et là, il n'y a pas de polémique. Donc, on ne fait pas de polémique pour faire de polémique. Quand on n'est pas d'accord, en respectant vous savez, la démocratie. À l'Assemblée, les gens croient que c'est seulement la loi de la majorité. Mais la démocratie, c'est la loi de la majorité. Mais c'est surtout le respect des droits de la minorité. Nous sommes, honorable Dima Kolawole Ogbon, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Nous allons, oui, ça va vraiment très vite. Nous avons passé plus d'une heure 20 minutes à échanger. Votre mot de la fin, vous regardez droit dans la caméra pour vous adresser aux téléspectateurs, millions de téléspectateurs qui vous regardent. Mot de fin, c'est d'abord un remerciement à votre endroit pour donc le plaisir que vous me donnez à passer donc à votre télé pour échanger sur les questions d'actualité. Donc je remercie tous ceux qui nous ont suivis, vos téléspectatrices et les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Et puis je salue tout le peuple béninois, qui soit d'ici et d'ailleurs. J'ai une pensée pour nos parents qui sont en exil, pour nos parents qui sont en prison et qui sont en clandestinité aussi. Ça, c'est autant de problèmes que nous avons au Bénin. On peut faire la démocratie, on peut faire du moins le développement dans la démocratie, on peut faire le développement dans le consensus, on peut faire le développement en gardant les Béninoises et les Béninois en liberté et sur place. Mais on n'en est pas là, malheureusement. Et c'est autant de choses qui nous dérangent. J'espère que de plus en plus, les choses vont s'arranger et que le président... Vous voyez, les Nations Unies nous ont dit libérer les prisonniers. On ne peut pas siéger dans les Nations Unies et ne pas respecter les règles. Vous voyez, c'est autant de choses qui nous poussent, nous autres, à rejeter s'il faut. Bon, voilà. Autant de choses à dire encore par notre invité, l'honorable Dima Kolawole Ogbon, député de la 9e législature, député élu dans la 10e circonscription pour le compte du parti Les Démocrates. Merci d'être venu, merci de passer ce temps d'explication de nous apporter des clarifications par rapport à la position du parti Les Démocrates sur les sujets que nous avons abordés. Mesdames et messieurs, Dimanche politique se poursuit. Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Comme je le disais, Dimanche politique se poursuit. Le reste des rubriques, c'est à suivre juste après nous.